Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Autodidaxie et autodidacte, l'infini des possibles, Paris, Anthropos 1999 230 p. Chronologie de l'enseignement et de l'éducation en France, des origines à nos jours, Paris, Anthropos 2001 193 p. Poser le sac. Journal de grève 1995, Presse universitaire de Sainte-Gemme 2006 204 p. Le plaisir d'apprendre en ligne à l'université, Implication et pédagogie, Bruxelles de Bock 2009 223 p. avec Sunmi Kim. Jacques Ardoineau, pédagogue au fil du temps, Paris, Théraèdre 2010 244 p. Marcher, une expérience de soi dans le monde. Essai sur la marche écoformatrice, Paris, l'Harmattan, 2011 193 p. Pour en finir avec le management efficace, Paris, Pearson, 2015 218 p. avec René Barbier et François Fourcade. La joie d'être grand-père, Paris et 10 livres, 2016 240 p. avec René Barbier. Formé à la recherche en éducation populaire. Une voie coopérative d'émancipation avec Par et pour le peuple, Lyon, Chronique sociale 2017 192 p. Exergue. Krogstad. Les lois ne se préoccupent pas des motifs, Nora. En ce cas, ce sont de bien mauvaises lois. Henrik Ibsen, Une maison de poupées. On avait sûrement calomnié Joseph K., car sans avoir rien fait de mal, il fut arrêté un matin. Franz Kafka, Le procès. Ce qui est demandé est, au plan social. Est-ce que nos lois sont bonnes? Est-ce qu'elles sont justes? Quelles lois devons-nous faire? Cornelius Castoriadis, Le monde morcelé. Citoyenneté et désobéissance. Il ne s'agit pas véritablement d'un récit de procès fait par un juré, il en existe déjà un certain nombre. Souvent favorables dans l'ensemble à ce qui a été vécu, ces livres sont révélateurs de multiples facettes des affaires traitées par les cours d'assises, même s'il leur manque toujours ce qui doit en être le moment clé, la délibération, qu'il est strictement interdit d'évoquer sous peine d'amende de 15 000 €. Malgré leurs qualités nombreuses, il manque à ces récits ce point d'orgue du judicaire avec jury populaire, que le film de fiction de Sidney Lumet 12 hommes en colère retrace dans le contexte américain. Il est par ailleurs logique qu'on n'y lise jamais ce qui va suivre, à savoir l'expérience d'un juré populaire refusant de l'être dès son premier jour en cour d'assises. Le témoignage proposé ici sera encore plus lacunaire que ceux qui viennent d'être évoqués, puisque non seulement il ne dira rien des délibérés des procès, mais rien non plus des audiences. Par contre, chose sans doute moins fréquente, il reprendra en détail ce que les autres récits ne rapportent que fugitivement, voire pas du tout, les 2 premières matinées aux assises d'un juré tiré au sort n'acceptant pas ce sort pour des motifs philosophiques. Beaucoup plus critique sur cette courte expérience que ne le sont les autres écrits décrivant les actes du jury jusqu'au bout du processus judicaire, avec la partie manquante mais essentielle du délibéré, celui-ci essaie de montrer les paradoxes de la justice confrontée aux jurés populaires désignés par le hasard, dont certains objectent parfois, peu fréquemment je pense, en fonction d'options morales personnelles, et il tente de proposer des aménagements à un mode de désignation et de sélection Q'. Il conviendrait de réexaminer, afin de le rendre plus juste et plus réellement démocratique. Sans en remettre en cause le principe, il discute également la formation, la surveillance et l'évaluation des jurys d'assises. La citation de la première phrase du procès de Kafka placée en exergue est certes exagérée par rapport à ce qui je vais rapporter dans ces pages. Toutefois, à la relire, je ne peux m'empêcher d'y trouver une certaine résonance avec l'épisode judiciaire que j'ai vécu il y a peu en tant que juré n'ayant rien commis de répréhensible, jusqu'au moment où le tribunal me condamna pour mon refus de juger et de condamner autrui, ce qui constitue un délit important semble-t-il, un refus d'obéissance à la loi. Au XXIe siècle, dans un pays libre et démocratique et non dans un régime autoritaire, il est possible d'être désigné juré sans autre raison que le tirage au sort, puis, à cause de convictions philosophiques non violentes sur l'homme et la société dont le respect conduit à ne pas obéir à la loi, d'être condamné à une amende pénale très élevée, accompagnée d'une inscription au casier judiciaire. On m'informera même que si je n'avais pas répondu à la convocation pour les mêmes raisons, j'aurais pu me trouver inscrit sur le fichier des personnes recherchées,
alors que le tribunal connaît mon adresse et qu'il est aisé de vérifier si j'y suis. Je conçois bien l'intérêt des tribunaux, de l'existence des magistrats, il est probable qu'aucune société ne puisse vraiment s'en dispenser. Ma position n'est pas une hostilité à toute forme de jugement, même si je me sens personnellement incapable de juger, et je m'interroge sur le mode de justice le moins mauvais qui pourrait permettre de mieux vivre en société, étant entendu qu'une justice idéale est parfaitement juste et peut-être au-delà des capacités humaines actuelles. Rien n'empêche cependant d'y tendre le plus possible, d'y réfléchir encore et encore, en un travail que l'on sait sans fin par avance. Je ne saurais le dire pour les innombrables faits concernés par la justice, mais si je prends mon seul exemple, c'est selon d'identiques conditions de juré que j'ai eu affaire par 2 fois à un même tribunal, n'ayant jamais été confronté à la justice par ailleurs, je ne peux que constater que la machine judiciaire peut se contredire terriblement lorsqu'un juré enfreint pour raison de conscience la loi qui s'applique à lui. Ce qui va être lu peut s'apparenter à un acte de désobéissance civile, un manquement sérieux au devoir de citoyen, c'est également ce que je découvrirai en chemin. D'un certain point de vue c'est exact, et ce fut peut-être en partie l'avis de la cour d'assises qui m'a condamné, de façon tout à fait conforme à la loi d'aujourd'hui, même s'il lui eût été possible d'être plus souple, avec une dispense de peine pourquoi pas. Sans rien avoir demandé à personne, sans avoir voulu être juré, me voici sans l'avoir prémédité du côté de Henri David Thoreau et de la désobéissance civile qu'accompagne la résistance passive ancrée dans l'adage selon lequel la seule obligation qui m'incombe est de faire ce que j'estime juste. J'ajouterai que ce que j'estime juste doit être le résultat d'une réflexion bien mûrie, à même d'envisager les différents aspects du problème, sans sacrifier ni ma sensibilité éthique ni la responsabilité sociale qui m'échoit. Sans cette dialectique, ce que j'estime juste peut être un sentiment respectable, certes, mais insuffisamment préparé pour intégrer à la fois mon intériorité et ce qui, bien que m'étant extérieur, ne peut m'être indifférent. Je me suis rendu coupable de ne pas vouloir obéir au tirage au sort qui m'avait pointé du doigt à l'aveugle, me contraignant à devoir devenir membre d'une justice pénale dont certains aspects heurtent ma conscience, le tout exprimé dans une attitude de respect d'autrui, y compris de mes juges. Peut-être ne me serais-je jamais retrouvé comme malgré moi dans le dossier coupable, avec une justice plus attentive et mieux portée à l'écoute. Naturellement, il faut le préciser d'emblée, mon refus d'être juré n'entrava en rien la marche de la session de la cour d'assises à laquelle j'avais été convoqué, qui put continuer son travail sans difficulté. S'il en avait été autrement, si mon absence avait par trop perturbé la tenue des procès, notamment si le nombre des jurés par extraordinaire avait été insuffisant, mes convictions auraient pu être interrogées par ma responsabilité sociale, et peut-être alors en la circonstance aurais-je réfléchi différemment, infléchi ma position. Mais somme toute il n'y avait aucun risque qu'il en soit ainsi. Les autres jurés étaient en nombre largement suffisant pour que sans ma présence les procès puissent se dérouler normalement. On peut penser que déserter un jury, refuser d'en être alors qu'on a été désigné, est un manque de sens civique, un grave manquement vis-à-vis de la justice et de l'État, et c'est probablement le sens de ma condamnation, sans que je puisse en être certain. Mais de mon point de vue de citoyen praticien réflexif de ma citoyenneté et engagé dans ma cité, ce pourquoi j'ai été condamné est, au contraire d'un acte déviant pour le plaisir de l'être, un acte critique raisonné et hautement citoyen, peut-être susceptible à son échelle minuscule de faire avancer ne serait-ce qu'un peu des idées relatives à la justice, voire pourquoi pas des idées des juges eux-mêmes ainsi que celles du législateur. C'est là l'utilité éventuelle que je peux voir à mon geste et à ce livre, qui pourront peut-être donner à penser à des lecteurs, qu'ils aient déjà été jurés ou non, qu'ils soient membres de l'appareil judiciaire ou simples passants qui ne seront jamais tirés au sort. Le nombre de désignés est extrêmement faible, voire dérisoire par rapport à l'ensemble des inscrits sur liste électorale, et encore plus par rapport à l'ensemble de la population. Toute justice se doit d'évoluer, de progresser avec son époque. Un temps on fit le procès d'animaux et les condamna, on ne le fait plus. Un autre temps on prescrivit des supplices en guise de punition, on ne le fait plus. Un autre temps on condamna des femmes pour avortement, on ne le fait plus. Un autre temps encore on condamna à mort avec juré, et on ne le fait plus. Tout cela sans que la société se soit trouvée mise à mal par ces évolutions, bien au contraire.
Aujourd'hui, on condamne des femmes et des hommes à des peines pénitentiaires déshumanisantes. Un jour, on ne le fera plus. On trouvera d'autres solutions plus à la hauteur d'une civilisation évoluée, qui seront en mesure de protéger les sociétés tout autant que maintenant. Pourquoi dès aujourd'hui ne pas progresser aussi sur ces points, afin d'adoucir, et mieux encore, de supprimer les sanctions qu'encourent les jurés éprouvant des dilemmes de conscience, au moins dans des cas similaires aux miens, ce qui ne tranche pas la question de l'intérêt réel ou non des jurys, c'est là un autre débat, de plus d'envergure encore. Humblement, et sans animosité envers ceux qui m'ont condamné, par mon acte de désobéissance et la connaissance que je vais en donner, j'espère participer à la progression vers une meilleure justice citoyenne demain, plus en harmonie avec le peuple et son temps, ce peuple dont elle devrait être une émanation réellement démocratique et écoutante, moins coercitive, principalement envers ceux qui ont initialement commis aucune contravention, aucun délit, aucun crime, mais qui quelquefois, pris dans les rouages du judicaire, se retrouvent condamnés à la suite d'une désignation fortuite. Il faut que cela soit mieux porté à la connaissance de tous, pour que chacun puisse se faire une opinion, et peut-être un jour la justice ne condamnera-t-elle plus des femmes et des hommes pour leur refus de juger et de punir. Le récit de ce moment de justice pourra éventuellement être utile à celles et ceux qui se retrouveraient pris dans l'épuisette du hasard, et qui, dans le même esprit que moi, en refuseraient les conséquences. S'en sentiraient-ils moins isolés ? Car parmi les peu nombreux à devenir jurés, encore moins nombreux sont ceux voulant faire valoir leur attitude philosophique contre l'esprit de certaines lois, qui peuvent exercer légalement sur eux une violence symbolique, mais aussi plus directe et financière en cas de condamnation. Ce texte sera peut-être aussi un argument supplémentaire pour ceux qui éventuellement désireraient se regrouper pour tenter, avec peu de chances d'y parvenir dans un premier temps, de faire évoluer et progresser ce point particulier de la loi française. Beaucoup ont accepté et vécu le jury d'assises avec satisfaction, mais d'autres ont pu découvrir en chemin les conditions sévères que cela entraîne, et peuvent rétrospectivement être devenus moins inconditionnels. Ce texte s'adresse donc aussi à tous ceux qui désireraient exprimer, et tenter de faire valoir leur avis sur le sujet. Après tout, l'armée, institution autoritaire s'il en est, aidée par la loi, avait fini par reconnaître le statut d'objecteur de conscience, inimaginable auparavant. Ce que les législateurs peuvent estimer être un délit important, le refus du devoir de siéger au tribunal, est à mes yeux un travail de citoyenneté sain et probablement indispensable quand il est solidement fondé, comme toute attitude citoyenne éclairée et non résignée face à des lois qui devraient être repensées, remises sur le travail, adaptées à notre temps. Malgré sa volonté d'objectivité, ce livre, comme les autres, contient son inévitable part de subjectivité inhérente à tout témoignage ou récit personnel. Il tente cependant le plus possible de rester au plus près de l'exactitude des faits, sans les travestir. N'est révélé aucun détail qui devrait rester secret, puisque tous les événements rapportés ont eu lieu en public, devant au moins une quarantaine de personnes, magistrats, auxiliaires de justice, jurés, policiers, publics de la salle d'audience, qui j'imagine, pourraient témoigner de la véracité de ce qui est décrit. Le texte ne vient pas vider une querelle personnelle, régler des comptes ou en appeler à une révision de la condamnation dont j'ai été l'objet. Il espère juste à sa mesure mieux faire connaître une situation judiciaire qui, pour peu fréquente qu'elle soit sans doute, n'en pose par moins des questions importantes à la justice et aux justiciables potentiellement jurés un jour ou l'autre. Les lieux ne sont pas nommés, les dates et les noms propres éliminés, y compris dans l'annexe reproduisant la condamnation, à la fois pour que personne ne soit dérangé et éviter toute nouvelle péripétie judiciaire. Pour aller dans le même sens de prudence, le manuscrit a été relu par un avocat, afin d'éviter de grossières erreurs de droit que j'aurais pu commettre, n'étant pas spécialiste de ce domaine. Précisons simplement que ces faits se sont déroulés en 2017, au début d'une session de la cour d'assises d'une grande ville. Hasard insistant et disparition d'une curiosité. Ce qui m'est arrivé peut arriver à n'importe qui, à condition d'être inscrit sur une liste électorale et d'avoir au moins 23 ans. Que vous soyez une femme ou un homme, que vous soyez jeune ou vieux, sans que vous ayez commis quoi que ce soit d'illégal et d'une certaine gravité, sans que vous ayez manifesté la moindre agressivité ou la moindre violence ou recommandation de son usage,
simplement parce qu'un tirage au sort en a décidé ainsi et que vos convictions intellectuelles, éthiques, morales ou philosophiques ne vous sont pas dans ce cas reconnues légalement, vous pouvez être condamné en tant que juré par la cour d'assises où vous avez été convoqué. Condamnation prononcée en quelques secondes et en public, sans le moindre soutien de qui que ce soit appartenant à l'organisation judiciaire, bien sûr sans avocat pour vous défendre. Et tout cela est parfaitement conforme à la loi. Que vous soyez honnête, que vous soyez malhonnête, que vous soyez engagé dans la cité ou que vous vous en désintéressiez tout à fait, que vous vous sentiez très concerné par votre citoyenneté ou pas du tout, que vous ayez réfléchi au fonctionnement judiciaire et à la justice en tant que bien commun ou pas du tout, que vous soyez un bienfaiteur ou même un truand non arrêté par la police, que vous soyez un légaliste scrupuleux, autrement dit que vous soyez un peu tout le monde et n'importe qui. Il est possible pour vous de revivre la même chose que moi, à partir du moment où vous ne transigez pas sur vos opinions dûment réfléchies, et pour les respecter ne cédez pas au risque de sanctions prévues par la loi, et cela surtout si vous pensez être dans votre bon droit suivant sans devenir croyant pour autant la parole du Christ, ne jugez pas. La probabilité d'être tiré au sort sur liste électorale est plus que faible. Chaque année, sur environ 47 millions d'inscrits au niveau national, à peu près 20 000 jurés sont désignés. La chance ou la malchance d'être tiré au sort, au moins une première fois, d'abord sur liste électorale dans sa commune, souvent aujourd'hui par ordinateur, ensuite par une commission spéciale placée auprès de chaque cour d'assises et finalement par la cour d'assises de la session concernée, est donc très faible, moins de 1%, mais elle peut se présenter. Pour ma part, c'est la 3e fois en une vingtaine d'années que je le suis. Être désigné une fois est rare, 2 fois encore plus, et 3 fois doit être franchement peu courant. C'est à la suite du tirage au sort par le maire de votre commune que l'affaire pour vous commence vraiment, avec la réception d'une lettre vous informant que vous venez d'être sélectionné sur liste préparatoire. La surprise est grande la première fois, c'était presque devenu une routine pour moi. Et à la lecture de la mention « cour d'assises » qui saute aux yeux, la réaction est souvent de se demander immédiatement ce que l'on a bien pu commettre de répréhensible. Lisant plus longuement, on comprend mieux de quoi il s'agit, et on constate qu'heureusement on n'y est pour rien. Par contre, à la lecture de la 3e lettre de ce type, j'ai réellement imaginé qu'il s'agissait d'une erreur. 3 fois tiré au sort, c'est beaucoup pour un même individu, alors que la plupart des gens que je connais ne l'ont jamais été, pas plus parmi les vivants que parmi les personnes décédées. Ce que vérifient les chiffres, démontrant la très faible probabilité d'être tiré au sort. Alors pourquoi aussi souvent pour moi ? Qui dans les replis du destin me poursuit avec une telle détermination ? Réponse bien difficile. Des années après avoir été une première fois tiré au sort au niveau municipal, sans qu'il y eût de suite, je le fus à nouveau, mais cette fois le tirage fut confirmé ultérieurement par celui de la commission spéciale auprès de la cour d'assises et je fus convoqué pour siéger. On verra combien les conséquences de cette première convocation aux assises furent différentes de la deuxième, ce qui démontre que pour une même personne, un même lieu, un même comportement, de mêmes propos et de mêmes idées, il est possible pour un juré d'être condamné ou non dans un même tribunal par des cours d'assises composées de magistrats différents. On peut en arriver à des résultats totalement opposés, autrement dit dans un cas le plus ancien, à aucune condamnation, et dans l'autre à la condamnation maximale, traitement allant en somme du 0 et l'infini. Cette variabilité qui, on le sait, vaut parfois pour les accusés, vaut donc... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.